Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour la deuxième capsule de notre web-série consacrée à la question du deuil avec le philosophe de l'Université de Namur, Jean-Michel Longniot. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors lors de notre dernière séance, la première en fait, nous avons esquissé en fait une vision de la philosophie pour essayer de nous concentrer sur la question qui est une question universelle qui concerne chacun sur le deuil, puisque ça touche à la fois la perte manquée, mais ça touche aussi au changement. Qu'est-ce que l'on devient après la perte de quelque chose ou de quelqu'un? Et nous n'avons pas eu le temps d'approfondir beaucoup donc la question finalement de comment on vit le deuil, c'est comment ça se vit, qu'est-ce que c'est, quelles sont éventuellement ses étapes, mais surtout comment on peut permettre aux personnes qui y sont confrontées de trouver à la fois une réponse, une déculpabilisation, parce que c'est une expérience qui touche chacun et qui peut être une expérience aussi d'un retour à la vie, d'être plus présent à soi-même et aux autres. Donc je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu comment vous entendez et voyez cette expérience en fait du deuil. La première chose, c'est que quand on accompagne quelqu'un qui vit un deuil, c'est de faire attention à ce que la personne dit, c'est-à-dire finalement, mais de quoi doit-elle faire le deuil? Et souvent, quand on entend les gens parler, eh bien, ce qu'ils disent, c'est que ce dont ils doivent faire le deuil, c'est de l'objet qui vient à manquer. Alors l'objet qui vient à manquer, donc ça peut être un être cher qui a disparu, ça peut être ma santé, ça peut être un poste de travail, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes enfants qui sont partis maintenant parce qu'ils ont grandi, enfin peu importe. Mais souvent on dit, ben voilà, je ne suis pas bien, ça ne va pas, je suis en deuil parce que j'ai perdu quelque chose, et qui est souvent donc, entre guillemets, un objet qui est extérieur. Or, le problème, c'est que quand on explique la difficulté dans laquelle on est, la tristesse ou la peine dans laquelle on se trouve, et qu'on l'explique par la perte d'un objet qui vient à manquer, le problème, c'est qu'on parle de quelque chose qui nous est extérieur. Et le problème, c'est que la souffrance, en attendant, elle est en nous. Et donc, on n'explique pas son deuil comme cela. Et donc, quand on veut aider les personnes à sortir de ce discours qui tourne sur lui-même, et je ne supporte pas qu'il ne soit plus là, et je ne supporte pas, il est parti, et c'est pas bien. Enfin, quand on veut essayer d'aider les gens à sortir de cette complainte, pour les ramener à ce qu'elles vivent vraiment, à ce qui est vraiment en jeu dans leur deuil, ce que l'on doit faire, c'est, on pourrait appeler ça ainsi, c'est une conversion du regard. C'est-à-dire leur dire, mais arrêtez de parler de la personne qui est partie, ou de la chose que vous avez perdue, parce que de toute façon, de ce côté-là, la messe est dite, c'est fini, mais demandez-vous pourquoi vous le vivez de cette façon-là. Et quand on opère donc cette conversion du regard pour parler de soi, du deuil que l'on a réellement à faire, on se rend compte d'une chose, c'est tout à fait surprenant, enfin, de prime abord, c'est qu'on ne fait jamais le deuil donc d'un être cher qui vient à manquer ou d'un objet qui vient à manquer. Ce dont on fait le deuil, c'est quelque chose qui est en nous, là où ça souffre, et on pourrait dire de façon très générale, dans le fond, que ce dont on fait le deuil, c'est toujours de soi. Et pour être plus précis, parce que c'est faux de le dire ainsi, mais c'est plus exactement faire le deuil de ce que l'on a été et qu'on voudrait bien continuer à être. Donc par exemple, j'ai été le conjoint de quelqu'un et mon partenaire est décédé ou m'a trahi, est parti ou que sais-je d'autre. De quoi est-ce que je dois faire le deuil? Est-ce que je dois faire le deuil de mon conjoint? Non, il est parti, l'affaire est réglée de ce côté-là. Mais ce dont je dois faire le deuil éventuellement, c'est du conjoint que j'ai été moi-même, qui voudrait bien continuer à être aimé par l'autre, ou à aimer l'autre, et malheureusement c'est impossible. Et c'est cette personne que j'ai été, que je voudrais bien continuer à être, que je dois apprendre à lâcher. Ça c'est toujours en moi, ça me hante en permanence, et c'est ce que je n'arrive pas à quitter. De l'autre côté, l'autre est parti, l'affaire est réglée. Et comment expliqueriez-vous que c'est probablement à cet endroit-là que se trouve peut-être le blocage principal? C'est-à-dire que des personnes endeuillées, finalement, continuent à vouloir être en deuil de l'objet manquant ou perdu, et ont peut-être une réelle difficulté à penser qu'elles sont elles-mêmes l'endeuillé dont il faut prendre soin d'une certaine manière. Exactement. Donc, comment comprendre ce blocage, cette difficulté? Il y a une image que j'utilise pour essayer d'en prendre conscience. C'est tout simplement, pour expliquer la chose, c'est l'image des pétroliers. C'est pas une très belle image, mais on m'avait toujours expliqué que les pétroliers, donc ce sont des bateaux énormes évidemment, et lorsque vous coupez les moteurs, et ils doivent le faire avant d'arriver au port, des kilomètres à l'avance, eh bien c'est vrai qu'ils continuent sur leur lancée. Eh bien, si vous voulez, c'est un peu la même chose ici. Ce serait trop facile, ou ce serait purement illusoire de croire que quand notre vie s'arrête, voilà, il y a un épisode de mon existence qui s'arrête parce qu'il s'est passé, j'ai perdu mon emploi ou que sais-je, eh bien c'est
impossible ou c'est illusoire de croire que, et c'est impossible à vivre donc, que parce que les circonstances ont changé, les circonstances extérieures, et bien du coup, hop, ben, voilà, ça, c'est fini. Donc ça c'est rangé. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines et pendant des mois et des mois, on continue sur sa lancée la vie d'avant. Et on a besoin de tout ce temps pour épuiser la vie passée et en l'épuisant, se rendre disponible alors pour pouvoir commencer éventuellement une nouvelle vie. Un deuil qui arrive au terme de son processus, c'est un terme qui rend disponible pour pouvoir... Ce ne serait pas plus juste que l'épouse qui perd son époux le jour même dise « ce n'est pas lui que je pleure, c'est moi-même », comme ça serait peut-être sujet à forme d'illusion ou en tout cas... Non, parce que ce serait un discours plus vrai, de dire c'est moi que je pleure, mais ce serait inaudible. Peut-être même que ça pourrait cacher aussi une difficulté à faire même le deuil. Voilà, oui, tout à fait, oui, parce que là, il y a du temps, il faut une temporalité, il faut aussi accepter... Il faut accepter le temps et accepter que de fait, on ne change pas d'identité comme on change un chapeau, si vous voulez. Donc on est pris dans une histoire et il faut que cette histoire s'épuise. Alors ça va plus ou moins vite selon les individus, évidemment, et selon l'investissement dans lequel on est. Mais en attendant, voilà. Donc, alors ça, c'est le premier point, c'est de prendre conscience que ce dont on doit faire le deuil, donc, c'est de ce parent que j'ai été, qui n'a plus ses enfants autour de lui puisqu'ils sont devenus grands. Ben, je dois renoncer, non pas à mes enfants, mais aux parents que j'ai été, à un mode de vie que j'ai eu, aux professionnels que j'ai été, à la personne en bonne santé que j'ai été. Et lorsque l'on va pointer cette dimension qui est en deuil, eh bien, c'est vrai que souvent, là, il y a une souffrance qui peut enfin se dire, parce que c'est là qu'elle se situe, évidemment. Et puis, il y a autre chose. Il y a deux autres points aussi qu'il faut évoquer. Souvent, quand on entend les personnes, c'est tout simplement qu'en changeant d'identité, immanquablement, vous devez encore faire le deuil des relations que vous avez autour de vous. C'est-à-dire qu'en n'étant plus le même, il y a deux cas de figure finalement qui se présentent souvent, soit des amis, l'entourage, la famille disparaît dans la nature. Depuis que j'ai un cancer, mes amis ne viennent plus me voir. Et on voit bien qu'il faut encore en plus faire le deuil de certaines relations sur lesquelles je croyais pouvoir compter en plus. Ou bien, ça c'est plus subtil et beaucoup de personnes en parlent, c'est tout simplement le fait de ne pas perdre l'entourage. Donc mes amis viennent toujours, ma famille vient toujours, mes enfants, enfin qui on veut, mais la façon qu'ils ont de me voir n'est plus la même qu'avant. Et de perdre une certaine spontanéité pour se retrouver dans des relations compliquées, embarrassées, où les gens ne savent plus quoi dire, de quoi on peut rire ou que sais-je, eh bien il y a des gens qui disent c'est tellement dur de se confronter à ce regard inquiet, angoissé, perdu, que finalement je préfère encore ne rien dire aux autres et faire comme si tout allait bien, parce que comme ça, voilà. Donc vous avez les relations qui changent et qui impliquent parfois un deuil, effectivement. Donc perdre les relations que nous avions ou la manière de vivre ces relations pour accepter de les vivre autrement. Et or, pourtant, est-ce qu'on peut vivre ce deuil de cette manière-là, absolument seul ? Alors non, ça c'est une autre dimension, effectivement, dont on devra parler plus tard. Qu'un deuil ne se vit jamais seul, évidemment. Donc c'est vrai que c'est moi, en tant qu'individu impacté par ce qui m'arrive, qui doit le vivre et qui va devoir le faire, ce deuil, mais c'est vrai que ce qu'il faut rajouter, c'est que ce deuil ne pourra jamais se faire individuellement, tout seul. Donc c'est moi qui dois le vivre, mais toujours en relation avec un tiers. Et pourquoi comment justifier en fait cette présence du tiers dans le deuil ? Puisque si on vous a suivi, et je pense que c'est très clair, donc si le deuil finalement concerne mon rapport à la propre perte de ce que j'ai été, de l'objet perdu, donc ça m'oblige éventuellement à changer mon rapport à un passé qui était un passif pour m'en libérer, on pourrait penser que c'est une relation qui est purement de moi à moi. Voilà, Comment l'introduction du tiers, comment la présence finalement d'une altérité se justifie-t-elle, même philosophiquement, si ce n'est pas qu'une question finalement d'expérience vécue ? Mais il y a deux choses. La première chose, c'est que donc immanquablement quand on change soi-même, donc si on en reste au niveau de l'expérience malgré tout, si on part de là, donc quand on change soi-même, pour l'entourage, ça implique un deuil aussi, évidemment. Et un deuil qui doit être vécu collectivement, enfin pour bien faire, mais enfin peu importe. Mais en attendant, donc le premier point, c'est évidemment que pour l'entourage, si l'autre n'est plus le même qu'avant, ma relation avec lui va changer. Donc moi aussi, je suis mis en difficulté dans une certaine mesure. Donc immanquablement, quand soi-même on change, on implique le deuil des autres et un deuil va jusque-là par conséquent. Mais alors il y a une raison supplémentaire qui est plus fondamentale, c'est tout simplement que si on repart de l'individu, donc c'est vrai que j'ai à changer d'identité, à accepter ce que je suis devenu et donc à me libérer de ce que je ne suis plus. Donc si on part de là, eh bien ce que l'on peut montrer assez facilement, c'est qu'on ne devient pleinement soi-même que quand on ose exister tel que l'on est
jusque dans le regard d'un autre. Donc tant que c'est dans ma tête que ça se passe, hein, j'accepte éventuellement d'avoir perdu mon emploi, mais je n'ose pas en parler aux autres parce qu'ils vont me juger, ils vont dire que je suis chômeur et c'est pas bien, enfin je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai peur de tout cela, donc je n'en parle pas aux autres, mais je fais un travail sur moi-même pour que cette idée, ben voilà, ce que je suis devenu, ça devienne ma réalité néanmoins. Ben, on vous dira, c'est pas compliqué, hein, on vous dira, mais si vous n'osez pas le dire aux autres, à au moins un autre, ça veut dire une chose très simple, c'est que probablement vous n'acceptez quand même pas pleinement ce que vous êtes. Vous n'accepterez pleinement ce que vous êtes et vous n'allez vous réconcilier pleinement avec vous-même que le jour où effectivement vous osez l'exister réellement, donc l'être réellement, jusque dans les yeux d'un autre. Ce qui maintenant, sur le plan philosophique, nous ramène à une chose que l'on sait bien, que nous sommes un être fondamentalement intersubjectif. Et c'est là que ça se voit. Donc ça veut dire que l'intersubjectivité, c'est pas simplement on a des relations, quoi, hein, parce que souvent on ramène ça à cela. Mais c'est beaucoup plus fondamental que ça. Ce que nous sommes, l'identité qu'est la nôtre, ce à quoi on s'accroche, si vous voulez, ne devient réel, donc n'est pas simplement une idée imaginaire, que effectivement pris dans un tissu de relations et où les autres me reconnaissent pour ce que je suis. Et donc c'est là qu'on révèle la nature fondamentalement intersubjective de l'identité qui est la nôtre. Eh bien c'est sur cet aspect, je pense, très important que nous allons nous dire au revoir pour cette deuxième séquence de la web-série sur le deuil. Jean-Michel Longuiot, merci, et je vous dis au revoir, à bientôt.